Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pour la culture format podcast. Je suis votre host, Moon, et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir accueillir avec moi un véritable winner, on peut le dire un gagnant, en tant que coach, le coach actuel de la LDLC Asvel Féminin, et gagnant du coup de l'Eurocup en 2023, gagnant du titre de champion de France en 2023, et aussi finaliste Coupe de France la même année. Aussi défaite face à Basketland, mais c'est pas vraiment important. Et surtout, gagnant du championnat WNBA en 2021 avec les Chicago Skies. Yohan Kabiosh. Yohan, comment tu vas ? Très bien, et toi ? Ça va, Merci pour l'invitation. Merci d'avoir répondu présent. Ça fait super plaisir. Comme je l'ai dit, toi, du coup, tu es coach, head coach de l'Asvel depuis maintenant 2023, je crois. Ouais, ça va être ma deuxième saison en tant que numéro 1, on va dire. Et puis, j'étais assistant pendant 2 ans précédemment. Comment est-ce que tu as commencé à coacher, tout simplement ? À coacher, je devais avoir 17 ans dans un petit club à côté de Rennes, à Béton. Et il y avait des U6 ou U7, là, des baby basket. Donc, j'avais fait une année comme ça, un peu pour commencer à encadrer. Et puis, par la suite, j'ai pris des cadets, puis des seniors très rapidement, puis des seniors filles au bout de 2-3 ans de coaching. Et puis après, c'était parti. Tu as commencé avec les garçons ? J'ai commencé avec les garçons pendant 2 saisons, ouais. Et après, qu'est-ce qui t'a donné envie de plus coacher les filles que les garçons ? Ou je sais pas si c'est concours de circonstances. Ouais, c'était l'opportunité. En fait, sur les garçons, j'avais commencé sur des cadets, ensuite des cadets France et de la pré-nationale. Mais il y a eu un poste qui se libérait dans le club de Passé à côté de Rennes. Et c'était l'opportunité de prendre cette équipe-là. Donc, c'est ce que j'ai fait. À l'époque, c'était en Ligue régionale, en 7e division. Et je devais avoir 19 ou 20 ans, ouais. Ok. Donc, en fait, tu coachais déjà super jeune, des cadets France. T'avais quel âge quand tu coachais une équipe Cadet France ? 18 ans. 18 ans. 18-19 ans. Ouais, donc c'était... Je sortais juste de cadet, en fait. D'accord. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de coacher au final au début, à ce moment-là ? Je sais, déjà le basket, la passion du basket, j'ai commencé à 4 ans avec mes parents qui avaient créé un club, le club de Plumluck, à côté de Rennes aussi. Et donc cette passion du basket, là, je voyais bien que les cours, ça m'intéressait pas, que sortir, ça m'intéressait pas, que ce qui m'intéressait, c'était juste le basket. Et puis cette envie un peu d'organiser, de contrôler, de diriger, de driver, de faire progresser, de transmettre et tout ça, en fait, je l'avais super tôt. Vers 17-18 ans, c'est arrivé. Et c'est hyper naturellement que je me suis dit qu'il fallait que je coach, quoi. Et ça, c'est pas quelque chose que tu as trouvé en tant que joueur, quand tu jouais ? Non, parce que quand tu joues, tu t'organises toi-même, mais après, organiser tout le reste, les entraînements, la stratégie, le management, même si à l'époque, il y a 18 ans de ça, quand j'ai commencé, le management, je connaissais rien. De toute façon, c'est un process d'apprentissage tout au long d'une carrière, de toute façon, mais ça ne me suffisait pas en tant que joueur, ouais. Et est-ce qu'à ce moment-là, tu te voyais déjà devenir coach professionnel pour une équipe professionnelle ou... Oui. En fait, j'étais sûr dès mon premier entraînement. Et mon premier entraînement, c'est une anecdote que je raconte des fois, mais c'était les cadets 4 d'un petit club. Donc, c'était vraiment le niveau le plus bas. Le plus bas. Je crois, mais les gars étaient adorables. J'en avais 7. Et le coach des cadets 3, qui était vraiment un niveau mais tellement au-dessus, ironiquement, bien sûr, me disait « Tu restes bien sur ton demi-terrain. » Et surtout, on ne mélange pas les 3 et les 4, tu vois, il y a quand même un vrai niveau. Donc l'entraînement, en fait, il y avait un terrain pour 2 équipes. C'est ça, et lui, il prenait l'autre demi-terrain, et je me suis dit, donc je pars de là, mais par contre, je sais que je serai coach pro plus tard. Et en fait, j'avais cette certitude-là, qui m'a longtemps été reprochée, parce que quand tu es au niveau amateur et en 7e division, après, etc., enfin, tu n'étais pas du tout dans le monde professionnel. Et toi, tu sais que tu vas y aller. Et en fait, on te dit, mais calme-toi, tu fais quoi ? Pourquoi tu veux rajouter un entraînement ? Pourquoi tu veux faire de la vidéo ? Pourquoi tu veux faire des process de recrutement ? Pourquoi tu veux faire tout ça ? Et moi, dans ma tête, je savais où j'allais aller. Raconte-moi ta première expérience en tant que coach professionnel. J'ai un parcours qui est un peu atypique parce que quand j'avais 21, 22 ans, j'ai eu des opportunités de partir sur des clubs professionnels, mais en tant qu'assistant. Assistant centre de formation, tu vois, des trucs assez basiques, mais en fait, qui te mettent un pied dans le monde pro. Et j'ai toujours refusé parce que je me suis dit, non, je veux construire mon parcours, mais en tant que numéro 1. Tu savais ce que tu voulais déjà. Ouais, et donc du coup,
On est réussi à monter de 7e de Ligue régionale après Nat, puis en N3, puis en N2, puis en N1, puis etc. Et donc en fait, le monde pro, je l'ai découvert à partir de N2, N1, tu vois, mais c'est du semi-pro, c'est un peu pro, donc il n'y a pas vraiment de première expérience pro. Voilà, c'était au fur et à mesure en fait. Ok. Donc c'était toujours avec le même club, toujours avec les seniors féminines? Alors toujours avec des filles, mais non, avec Passé à côté de Rennes, on est monté de Ligue régionale à N3. Avec Trégueux à côté de Saint-Brieuc, on est monté de N2 à N1. Puis j'ai pas voulu rester là-bas, même si c'est un super club. Mais voilà, je suis reparti en N2. Et puis l'année d'après, on est directement remonté en N1. Après, je suis parti à côté de Cherbourg. On est monté de N1 à Ligue 2. Et puis la dernière année, ça s'est mal passé, on est redescendu. Et ensuite, j'ai signé à la Asvel parce que ça faisait quasiment 15 ans que j'étais numéro 1 et c'est tellement énergivore, c'est un métier... Enfin, honnêtement, on voit que la face émergée de l'iceberg, mais ce qui est immergé, c'est tellement énergivore au quotidien. C'est le jour et la nuit, ça nous hante, etc. C'est vraiment un boulot qui est extrêmement difficile. Et au bout de 15 ans, j'avais plus aucune énergie. En plus, j'avais commencé à travailler avec Chicago déjà et ça me prenait l'été, l'hiver. En fait, j'avais pas de vacances et j'avais besoin d'être assistant pendant quelques années parce que... Justement, en parlant de Chicago, comment est-ce que du coup, ton contact avec les Chicago Skies, il se fait? Est-ce que c'est toi qui es allé vers eux ou c'est eux qui t'ont vu? Et si c'est le cas, comment est-ce qu'ils ont pu te voir En fait, en 2015, j'étais allé aux États-Unis, à San Antonio et puis à Washington, donc en WNBA, faire une semaine à chaque fois là-bas. Et à San Antonio, c'était James Wade qui était assistant là-bas. Et je connais James parce que il venait sur Passé, donc là où je travaillais et où j'habitais. L'été et l'hiver parce que sa femme est de Passé, Edwige Lawson Wade. Et du coup, on faisait des baskets en fait. Simplement, on jouait, on s'entraînait et tout ça ensemble. Et donc après, en 2017, je suis retourné aux États-Unis à Minnesota où là, il était là-bas en tant qu'assistant. Et puis ils avaient gagné la bague d'ailleurs cette année-là. Et en fin 2018, quand il est nommé coach et manager général de Chicago. Bah forcément, je le félicite parce que c'est un copain à la base. Et puis je lui dis, moi, si jamais t'as de la place, en plus t'es GM, il n'y a pas de souci, quoi. Moi, je suis là en mode. Et lui me dit, je veux quelqu'un sur la vidéo, mais qui soit coach. Je veux pas quelqu'un sur la vidéo qui soit, on va dire, ingénieur informaticien, mais quelqu'un qui ait un œil d'entraîneur et de coach, quoi. Et il me dit, t'as là quelques semaines là pour apprendre comment fonctionne un Mac et Sportcode, le logiciel. Et puis je me suis pris au jeu, quoi. Et puis ça a démarré comme ça. Donc au départ, j'étais ce qu'ils appellent intern, tu vois. Donc en gros, ils te financent pas grand-chose la première année, une bagnole quand même pour pouvoir te déplacer, pour pouvoir bouger tout ça. Et puis à partir de l'année d'après, là, c'était vraiment mon travail, quoi, on va dire. Et puis j'ai franchi un peu les échelons comme ça. Donc je suis passé de intern à head video coordinator, ensuite player development pour les point guards, et après assistant coach. J'ai fini assistant coach en première ligne de banc, et ça reste une expérience... je me sens ultra chanceux d'avoir pu vivre ça, quoi. Ouais, bah tu m'étonnes. C'est quoi la différence que tu as pu remarquer entre du coup le basket en France et du moins coacher en France et coacher aux États-Unis? Il y a une forme de respect de la posture du coach. Et d'ailleurs, même pour l'anecdote, on t'appelle souvent coach là-bas. Pas forcément Johan en l'occurrence. Et même quand tu es assistant, on t'appelle coach en fait. Et donc ça, c'est un peu différent déjà en termes de posture. De posture du statut, entre guillemets. Mais aussi parce que les dirigeants, l'organisation, tout t'aide à comprendre que le statut de coach, il est quand même plus respecté qu'en France. Après, les grosses différences, c'est la culture du jeu, quoi. Là-bas, on est vraiment un pays de basket. En France, tu sens que c'est un pays plutôt de foot, en fait. Même si clairement, la culture du basket se développe. Mais la notion d'effort, elle est juste différente aux États-Unis. Et puis, je crois qu'aux États-Unis, il y a quand même quelque chose, c'est cette forme d'élitisme-là, sans pitié. En fait, que tu sois bon ou pas, on va te traiter avec respect en tant que joueuse.
Mais si t'es pas assez bonne, par exemple, eh ben, tu vas juste plus être dans l'équipe. Et puis derrière, si t'es plus dans l'équipe, t'as plus de contrat. Et voilà. Et il y a tellement de gens qui veulent être dans les équipes. C'est tellement concurrentiel. Tout le monde joue au basket sur les playgrounds, au high school, au college. Donc c'est vrai qu'il y a que pour un aussi grand pays, il y a 13 équipes actuellement. Bientôt 15 l'année prochaine. Mais c'est vrai qu'il y a peu d'équipes pour un aussi grand pays. Il y en a autant qu'en France, par exemple. Oui. Donc, c'est clair qu'au niveau de la concurrence, il y a beaucoup de joueuses qui méritent d'être en WNBA et qui ne le sont pas. Mais du coup, par répercussion, ça veut dire que quand tu entraînes les filles, tu sens qu'il y a une intensité supérieure, mais d'elles-mêmes, sans que tu demandes quoi que ce soit, parce qu'elles savent que si elles ne le font pas, il y a tellement de concurrence. Pour le travail avant, après les entraînements, en plus sur les day off, c'est relativement naturel. Et ça facilite quand même le boulot du coaching staff de manière générale. Ton rôle de coach à Chicago, du coup, il consistait en quoi ? Parce que tu étais coach assistant, mais comme tu as dit, première année en interne, tu avais pas mal de missions. Après, tu m'as dit que tu étais coordinateur vidéo. C'est ce que James Wade attendait de toi. Ouais. Ça consistait à quoi concrètement ? Alors, en fait, ça a évolué sur les 5 saisons, mais au départ, la mission première que James m'avait donnée, c'était coder, donc découper les matchs avec offense, defense, et puis mettre des informations dedans. Voilà. Sauf qu'en fait, moi je me suis dit, n'importe quel Pékin moyen peut le faire. Et donc ça m'intéresse pas de m'arrêter là. Et donc du coup, on a cherché à développer une méthode d'analyse qui soit hyper précise, hyper poussée, et surtout adaptée à la vision que James avait de ce qu'il voulait faire de son équipe, de son plan de jeu, etc. Et donc, en fait, je me suis complètement plongé dedans et j'aime pas le dire tout seul, mais parce qu'on était plusieurs, mais c'est moi qui, de manière opératoire, le faisais, mais développer, en fait, différentes fenêtres d'analyse et on a été pendant 2-3 ans assez réputé comme étant l'équipe qui analysait de manière le plus poussée le jeu. Et donc ça, c'était la première mission que j'avais. Et ensuite, donc pendant les matchs, c'était donc coder ça et être en capacité de fournir au staff à la mi-temps des données vidéo et chiffrées, reliées entre les deux, et pour pouvoir montrer des images aux joueuses à la mi-temps. D'accord. Et puis par la suite, après, aussi fournir tout un tas de données à l'équipe. Et puis après, le rôle de player development, là en fait c'est avant les entraînements, c'est des sessions assez courtes mais répétées avec les joueuses pour les développer individuellement. Et puis après, en tant qu'assistant coach, là ta mission elle change parce que je codais plus les matchs. Le travail vidéo que je faisais, c'était sur l'adversaire, donc c'est du scouting. Et donc on se répartissait, il y avait 11 adversaires à l'époque, on se répartissait, il y en a un assistant qui en avait 3, 4 et 4. Et les équipes qu'on avait, moi j'avais Connecticut, Indiana, Phoenix, je sais plus. Et donc en fait, tu scoutes, tu proposes un plan de jeu au staff, ensuite on le valide, on échange autour de ça. Tu présentes la séance vidéo de scouting aux joueuses et sur le terrain tu mets en place, que ce soit au shoot-around ou alors sur les séances d'avant quand tu as la chance de t'entraîner, mais c'est pas tout le temps, tu présentes aux joueuses en fait le game plan et tu mets en place des exos, etc. Donc en fait il y a aussi cette notion de diriger une partie de l'entraînement quand tu es assistant coach aux États-Unis, quand c'est ton scout, quand c'est ton équipe. C'est vraiment fou parce que en vrai on voit que, en tout cas aux États-Unis, il y a vraiment, quand on regarde sur le banc, t'as le head coach qui est là, il est entouré de 3-4 coachs, t'as encore 5 coachs qui sont derrière. Et en fait, tu te dis que chaque personne, il y a peut-être au moins une dizaine de coachs, et chaque personne a une mission spécifique. Ouais. Donc en fait, c'est là que tu vois que les matchs, ils sont très préparés. Tu vois, ils sont beaucoup préparés, ils sont beaucoup dans l'anticipation de l'adversaire. Comparé à... Alors, je sais pas si en France, c'est la même chose, mais le coaching staff, il est beaucoup moins... Le nombre de coachs est beaucoup moins élevé. Tu vas avoir un coach head coach et 2 coachs assistants et un préparateur physique, par exemple. Donc, c'est vrai qu'il y a cette notion de préparer. Tu vois qu'en fait, la culture du sport là-bas, elle est beaucoup plus grande. Elle est vraiment, vraiment beaucoup plus grande. Ouais, ils mettent les moyens sur ce staff. Ils sentent bien que le développement individuel, que la vidéo, que la prep fille, que c'est fondamental. Mais aussi, il y a autre chose, c'est que quand tu joues tous les 2 ou 3 jours, t'es obligé d'avoir un staff plus étoffé parce que sinon tu croules sous le boulot et tu peux pas tenir ta saison. Et quand tu arrives en play-off, en fait, t'es mort. Et tout ça, ils l'ont compris, en fait. Ouais. Raconte-moi un peu comment elle s'est passée cette saison de 2021, la fameuse saison du titre. Ouais, elle était hyper up and down. Vraiment, parce que déjà, on démarre avec beaucoup de blessures.
il y a eu l'histoire avec Gabi en début de saison 2021, je ne reviendrai pas dessus, mais voilà. Donc il y a eu plein d'ajustements d'effectifs. Il y a eu Candace Parker qui se blesse assez tôt dans la saison, Steph Dolson qui s'en va pour les JO. En fait, l'effectif changeait tout le temps. Et puis, à un moment donné, il y a eu des changements dans le 5 de départ aussi. Et puis, à un moment donné, les playoffs arrivent. Et en fait, il y a un changement de stratégie. Défensivement, on passe en défense beaucoup plus agressive sur les pick and roll. Et puis, en fait, ça clique au moment des playoffs. Mais la saison régulière, on fait 16-16. 16-16, ouais. Et c'est pas très bon, en fait. Oh, vous êtes 6e. Ouais, 6e, mais 6e. C'est pas ouf. Donc, tu es obligé de passer par les tours de qualif contre Minnesota, etc. Et donc, après, ça clique en playoffs. Et c'est comme si tout le travail de la saison, en fait, aboutissait au bon moment sur les playoffs. Des fois, c'est des choses un peu inexplicables, mais en fait, je pense que ça tient surtout à la ténacité des joueuses cadres et au travail acharné du staff et de James, James en premier lieu, évidemment. Enfin, j'ai jamais vu un tel bosseur. Ah ouais? Non, c'est un délire. C'est-à-dire, s'il va faire beaucoup plus de... Parce qu'en tant que head coach, en fait, j'ai du mal à voir en fait, quelle est la mission d'un head coach, en sachant qu'il a pas mal de coachs assistants. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus? Enfin, qu'est-ce qu'il fait de base et ce qu'il peut faire de plus? En plus, lui, il était GM. Oui, donc il avait aussi tout un tas de trucs. Niveau plus managérial à gérer, etc. Ouais, sur les contrats. Oui. Les négociations avec les agents, etc. Mais en fait, quand tu es head coach, comme tu assumes toute la merde, en fait, tu dois gérer toute la merde aussi. Et c'est pas forcément des choses qui se voient, mais quand les agents appellent, ils appellent pas un assistant. Quand les dirigeants appellent, ils appellent pas un assistant. Quand la stratégie, il faut la décider à la fin, c'est le coach. Mais si le coach, il a pas fait son travail personnel aussi de scouter, il va bégayer au moment de décider, tu vois. L'analyse de vraiment ton équipe et comment la faire jouer, ça c'est aussi le head coach. Alors bien sûr, les assistants, ils sont là pour échanger, donner leurs avis, mettre des choses en place, mais quand même. Et puis la structure globale du fonctionnement, c'est-à-dire quel est le pourcentage de player development, quelle est l'intensité demandée aux entraînements. Enfin, en fait, il y a tout un tas de trucs. Tu es en relation avec les dirigeants par rapport à l'organisation des déplacements, des créneaux. En fait, tu as tout le temps plein de merde à gérer. Choses à gérer, en fait, tout le temps. Et James, c'est un bosseur. On a longtemps habité ensemble, en fait, dans une grande maison, quand on était à Chicago. Et la télé, les matchs W, ils tournent tout le temps. En fait, dès que tu as un match, il est à la télé, on regardait tous les matchs qu'on pouvait. Et lui, en fait, il regardait les matchs, mais en plus, il était avec son ordi sur le prochain adversaire. Et puis, en fait, il ingurgitait tellement d'informations. En fait, il vivait, en fait, je dirais pas basket, mais je dirais même coaching, en fait. Ah ouais. Coaching basket. Ouais. Il vivait, respirait, mangeait coaching basket. Et ça a été riche d'enseignements aussi pour moi, de remettre tout en question continuellement, sans perdre ton identité. Et ça, si ça fait qu'un an que tu coaches, tu bégayes. Mais il faut réussir à savoir où tu vas. Des fois dans l'adversité, faut pas lâcher le cap non plus. Si ton identité, c'est de t'entraîner dur et de travailler sur ça, il faut le faire quoi qu'il arrive. Mais en même temps, d'être capable de gérer tout un tas d'informations, c'est difficile. Donc, du coup, en 2021, vous arrivez en play-off. Est-ce qu'au début des play-offs, justement, vous vous dites « Ok, ouais, je pense qu'on peut le faire. On peut aller chercher le titre. » Je pense que c'était variable dans le staff. Moi, vu la saison, je me disais « Ouais, il va falloir quand même que tout se goupille bien. » Ouais. C'est quand même... va falloir que ça se mette bien en place, quoi. Mais après, le truc, c'est quand tu es pris dedans, très vite, tu comprends que il va se passer quelque chose, quand même. Quand même. Et en plus, nous, dans l'autre demi-finale, c'était Vegas contre Phoenix, et notre match-up qu'on aimait moins, c'était Vegas. On les aurait battus quand même, mais... voilà. Et quand on a vu qu'au dernier match, Phoenix l'emportait, nous, on s'est dit, c'est bon pour nous parce que c'est un meilleur match-up. Okay, pourquoi un meilleur match-up ? Ils avaient une poste 4 Turner qui était non shooteuse, et nous on faisait post-to-post rotation sur les edge. Je parle un peu technique, mais voilà. Et en fait ça nous arrangeait grave parce qu'en fait on pouvait faire des rotations entre nos deux intérieurs qui avaient des profils un peu similaires en fait entre Candace et Azuré. Entre Candace Parker et Azuré Stevens, c'était des profils joueuses capables de s'écarter, longiligne, un peu mobile et tout. Et en fait on pouvait faire des rotations entre intérieurs sans être impacté par l'adresse extérieure de leur poste 4. Et du coup ça leur a vraiment fait mal, je pense. Et nous ça nous a permis
de continuer à jouer notre défense, en fait. C'est pour ça que je trouve que c'était un meilleur match-up. Et quand vous gagnez, je crois que vous gagnez en 4 matchs, c'est ça? Ouais. Quand vous gagnez en fait ce quatrième match à Chicago en plus, c'est quoi le sentiment même en tant que coach, hein, c'est quoi le sentiment qui te vient? Est-ce que c'est vraiment un sentiment, comme les gens peuvent le dire, indescriptible? Est-ce que c'est vraiment l'accomplissement d'une carrière? Est-ce que tu l'as senti comme ça? Ouais, en fait, si je reprends un peu en avant, moi, à cette période-là, j'avais dû rentrer en France et travailler à distance. Donc parce que j'avais repris avec mon club de Cherbourg. Oui. Parce qu'en fait, la saison en WNBA, c'est l'été et t'as la saison qui reprend en fait, on avait mis en place un système pour que quand j'étais à distance, je puisse coder les matchs en direct et envoyer les infos quand même en live. Mais les matchs, c'était pendant la nuit? Ouais. Et la journée, tu travailles aussi en tant que coach? Ouais, okay. C'était difficile. Okay. C'était fatigant. Ouais. Et c'est comme ça. Bon, c'était pas toute la saison, puisque c'était juste au moment de la reprise avec mon club en France. Donc voilà. Et en fait, l'anecdote, c'est que pour ce match décisif des finales, là, moi je suis allé à Chicago. Et en fait, j'avais un match le samedi soir, et le match à Chicago était le dimanche après-midi. Et donc je coach le samedi soir. Direct, je pars à Paris. Je roule de nuit. Je prends le premier avion pour Chicago. Wow. J'arrive à l'aéroport à Chicago 1 heure avant le match. Le temps d'arriver à la salle, j'arrive 10 minutes avant le match dans la salle. Vraiment le temps d'installer l'ordi et de préparer tout ça. Et à la mi-temps, en fait, on montre des images. Et là, les joueuses, elles bug parce qu'elles sont en mode mais du coup, tu sors d'où? Comment est-ce qu'il est là et là en même temps? Tu sors d'où? Et donc, le deuxième mi-temps, je la fais sur le banc. Et en fait, donc, on gagne. Je reviendrai sur la sensation après, mais je reste 2 jours de plus pour la parade. Et une fois que tout était fini, je rentre. Et je rentre même pas chez moi, en fait. Je rentre direct à la salle à Cherbourg parce qu'il y a un match à coacher. Wow. Le mercredi soir. Wow. Et donc c'était vraiment un enchaînement de zinzin. Et j'étais au Champagne dans l'avion en fait au retour, tu vois, sur la lignée de la parade. Et donc non, le sentiment il est indescriptible pendant 3-4 minutes, tu sais pas trop ce qui t'arrive. Ça sort de partout, ils mettent les trucs, les protections autour du terrain, tu vois le trophée qui arrive, tu ESPN, t'as les stars, tout le monde gueule. Le commissionnaire qui arrive. T'hallucines un petit peu, puis après tu te dis juste qu'il faut profiter. Et moi en fait direct, je me suis dit au bout de 3-4 minutes, putain attends, je vais chercher mon téléphone dans le vestiaire, tu vois, parce que je me dis mais là faut que j'immortalise mes moments avec le staff. On était vraiment une famille, on est toujours d'ailleurs une famille, on est très très proche avec le staff. Et puis avec les joueuses, et puis c'était juste incroyable. Et après, alors comment l'expliquer, je sais pas si je vais très bien l'expliquer, mais tu sais que dans ta carrière, moi dans ma carrière il reste plein de choses à faire. Enfin, j'ai encore beaucoup d'objectifs, etc. Parce qu'il faut rappeler, t'as quand même que 35 ans, donc ouais, 36 ans, ouais. T'es gentil, tu vois. mais en fait j'ai encore plein d'objectifs et de choses à réaliser et de choses à apprendre surtout. Mais c'est comme si du jour au lendemain, tu te dis si ça s'arrête, c'est pas grave. Tu vois, si ça s'arrête, ok, je vais aller vendre des bagnoles, je vais aller, faire autre chose, mais j'aurais réussi quelque chose dans ce métier-là, donc j'ai moins de pression. Et il y a autre chose aussi qui m'aide au quotidien, c'est que dans ce que je veux faire, dans ma façon d'entraîner, dans ma façon de coacher, dans ma conception du métier, je me dis, de toute façon, c'est comme je veux. Alors bien sûr, dans le respect de l'institution, alors là je suis à Lasvel et ça se passe très très bien, mais donc dans le respect de ce qu'on fait tous ensemble, tu vois, et avec cette volonté de travailler ensemble. Mais je vais plus alors c'est un grand terme, me prostituer pour obtenir un poste ou quoi que ce soit, ou faire les choses de certaines manières, non. Ce sera sur ta volonté. C'est comme j'ai envie de faire. Et si j'ai pas envie, ou si ça s'arrête, c'est pas grave en fait. Tu vois, j'ai plus cette pression de devoir y arriver à tout prix. Je veux prendre du plaisir et faire comme j'ai envie, mais dans le respect et avec les gens avec qui on travaille, bien sûr. Je trouve que c'est très inspirant ce que tu dis, parce que c'est valable pour Enfin, ça vaut pour le métier de coach, mais je pense que pour les métiers de tous les jours, tu vois, il y a forcément des gens qui veulent quelque chose, qui veulent arriver ou travailler dans un domaine en particulier, mais qui doivent devoir faire des concessions qu'ils ne voulaient pas faire forcément, mais ils acceptent quand même le poste, etc. Donc, je trouve que c'est très inspirant de se dire qu'il faut prendre du plaisir avant tout.
Parce que c'est bien beau d'arriver à un endroit ou à un tel endroit, mais si tu prends pas de plaisir, ça vaut pas vraiment la peine, j'imagine. Bah ouais, puis tu subis en fait. Ouais, clairement. Tu subis parce que c'est pas exactement comme tu veux. Alors de toute façon, attention, dans le métier de coach, il n'y a jamais rien qui se passe comme tu voudrais de manière parfaite. Ça n'arrive pas. Mais il y a quand même un pourcentage que tu peux contrôler, quoi. Raconte-moi du coup comment tu arrives à être coach assistant du coup à l'ASVEL en 2023. Donc c'était une saison qui était difficile pour nous et pour moi personnellement en 2022-23 parce que j'étais à Cherbourg et en fait après la montée en Ligue 2 on redescend. Dans cette saison rien ne se passe comme il faut. Okay. Mais tu vois, on peut écrire un bouquin en disant ok qu'est-ce que une fiction et qu'est-ce qui serait galère. Et ben ça s'est passé. Je rentre pas dans les détails parce que c'est pas intéressant et voilà, mais toute la galère de A à Z. Et donc, mais c'est riche d'enseignements parce que quand tu as des montées, des succès, etc., des victoires, et que d'un coup d'un seul, tu ramasses ça sur ta gueule parce qu'en fait, y a sûrement des choses que j'ai mal faites et que j'ai pas anticipé, tu vois, ou que j'ai mal géré. Et ben, c'est hyper riche d'enseignements parce que tu notes tout ça noir sur blanc et tu te dis ok, ces erreurs-là, plus jamais. Ah, t'apprends tes erreurs. De fou. Et donc j'étais cramé après 15 ans de coaching en fait à ce moment-là. Et puis Pierre Vincent que j'avais reçu dans mon podcast, tu vois, lui il vivait une saison qui n'était pas facile non plus à l'ASVEL. Et puis on échangeait un petit peu. Et puis assez tôt dans la saison, décembre ou janvier, tu vois, lui me dit bah moi l'année prochaine je vais chercher un assistant pour l'ASVEL. Et puis je lui dis bah moi l'année prochaine je veux faire une pause de coaching, tu vois. Donc ça s'est bien mis. Et puis bah très tôt je tombe d'accord avec l'ASVEL pour signer en tant qu'assistant. Bon, il s'avère qu'au mois de juin, lui, il est débarqué. Oui. Donc, j'ai pas travaillé avec lui finalement, sauf sur un ou deux recrutements peut-être. mais voilà comment j'arrive à Lyon. Ok. Et comment elle se déroule en fait cette première saison à l'ASVEL en tant qu'assistant ? Est-ce que elle... J'ai pas envie de dire est-ce qu'elle est à la hauteur de tes attentes, mais est-ce que ça s'est passé comme tu le pensais ? J'avais pas d'attente. Okay. Tu vois, j'attendais juste de voir, mais j'avais pas d'attente précise. Donc en fait, elle s'est passée comme elle s'est passée. C'est-à-dire que moi, après 15 ans de coaching, c'était compliqué d'avoir un fonctionnement qui était très différent de ce que soit j'avais l'habitude, soit je voulais, ou etc. En même temps, très bien avec les joueuses, ça s'est aussi très bien passé. Puis on a gagné beaucoup de matchs et les titres. C'est ça où je voulais en venir, c'est que la dernière expérience de coach que tu avais, justement, tu es sur une descente en NF1. Donc c'était une saison avec beaucoup de défaites. Et là, tu arrives dans un grand club, tu arrives en première division féminine, il y a beaucoup de victoires. Ouais. Il y a forcément un changement dans l'état d'esprit, parce que d'un côté, tu perds et de l'autre, tu gagnes, en fait. Ouais. Mais moi, je mettrais plus que l'année de la défaite, c'était une anomalie. Okay. Parce que je banalise pas ces choses-là. Et avant, on avait gagné beaucoup de matchs. Et pour moi, c'était une anomalie. Donc, c'était normal de retrouver la victoire, en fait. C'est un peu mon mindset. Et c'est un peu comme ça que j'essaye de voir dans la carrière. C'est pas tout le temps faisable, mais c'est comme ça que je... C'est un mindset de winner. Bah, j'aime essayer de réfléchir comme ça, tu vois. Parce qu'on peut vite banaliser les saisons avec des défaites ou quoi, mais en fait, non, il faut pas. Enfin, moi, je veux pas, en tout cas. Et après, ouais, non, mais c'est sûr que tout s'est très bien mis. Dès le début de saison, alors qu'on avait des blessures ou des absences, en fait, on a gagné des matchs. Je pense que les caractères complètement... opposé dans la façon de voir, hein, tu vois, c'est pas une critique négative, hein, c'est juste comme ça de David avec qui je travaillais et moi, finalement on renforçait cette équipe là pour nous permettre d'avoir un peu le feu et la glace et de pouvoir gagner le plus de matchs possible. Voilà. Donc c'était la saison 2022-2023, c'est ça? Oui, 22-23. Ouais. Donc ouais. À Cherbourg c'était 21-22. Ouais. C'est une saison où du coup, comme je l'ai dit, vous avez gagné l'Eurocup, championnat de France, finaliste de Coupe de France aussi, donc c'est une saison avec vraiment beaucoup de victoires. Est-ce que c'est quelque chose à laquelle, alors je sais que pour toi, de ce que tu m'as dit, la saison d'avant c'était un peu une anomalie, fallait pas banaliser la défaite, mais est-ce que tu t'attendais à gagner autant et à prendre 2 titres comme ça de la première saison? Oui, parce que quand même...
on avait un vrai effectif quand même. Enfin, Ouais. t'as Marine, t'as Gabi, tu vois, Elé, Julie, Blake, Laura Quevedo, bref, et j'en passe, tu vois. Sandrine, évidemment. Donc oui, tu t'attends à gagner quand même. Alexia. Donc oui, tu t'attends à gagner. Et c'était dans cette exigence-là, en fait, au quotidien, de pouvoir dire, attendez, nous, on a une équipe pour gagner tous les matchs. Donc faut qu'on rehausse continuellement l'exigence en se disant qu'il n'y a pas d'excuse pour quoi que ce soit. Ouais, donc le mot d'ordre, c'était vraiment l'excellence. Bah, en tout cas, oui, moi c'était mon mindset et j'étais pas le seul à être comme ça. Je sais qu'il y avait d'autres joueurs qui aussi voyaient ça comme ça. Ouais. Tu as pu gagner du coup l'Eurocup en tant qu'assistant avec l'Asvel et le championnat WNBA avec les Skies. C'est lequel le plus grand W. La W. Mais c'est vraiment. Ce que je me dis, c'est est-ce que c'est vraiment démesuré? La différence est vraiment démesurée? Bah oui, oui. Parce qu'on parle d'Eurocup, c'est quand même championnat européen, tu vois. Ouais, mais déjà, c'est pas l'Euroleague. Ouais. Donc voilà. Alors, quand tu arrives dans les phases à élimination, c'est des bonnes équipes en face, c'est pas non plus, tu vois. Mais c'est incomparable. Pour gagner un championnat de W, tu dois sortir les meilleures joueuses. Enfin, nous, il a fallu qu'on sorte Connecticut, Thorazy, Greiner. Enfin, c'était et puis la culture, enfin l'ampleur du truc, quoi. Mais après l'épopée avec l'Asvel en 2023 était aussi fantastique parce que j'avais des super connexions avec les joueuses. On avait vraiment envie de réussir ça. En plus, David me laissait beaucoup de responsabilités, notamment sur la partie défensive, et le scouting et la vidéo, etc. Donc du coup, j'avais vraiment une sensation de pouvoir m'investir pleinement sur cette équipe-là et d'avoir un impact, en fait. Et du coup, je sentais que c'était plaisant, tu vois. Du coup, tu passes 2 saisons en tant qu'assistant à l'Asvel. Ouais. Et cette saison-là qui s'est terminée, là, la 24-25, c'était ta première en tant que head coach, c'est ça? Est-ce que c'est quelque chose que tu voyais venir? De devenir head coach, justement, de l'Asvel quand tu étais assistant? Pas forcément, en fait. Pour l'anecdote, en 2023-24, donc l'année, il y a 2 ans, on va dire, vers la fin de saison, il y a un club qui me propose un job en fait de head coach, mais ailleurs qu'à l'Asvel, tu vois. Donc en fait, je suis pas sûr en fait que tu vas rester, que je vais rester, tu vois, que je vais prendre ce poste-là, tu vois. Après, je suis pas surpris. Je savais par contre un truc, c'est que je voulais plus être assistant. 2 ans, pour moi, c'était suffisant. Être assistant en WNBA, c'est complètement différent parce que tu as le statut, comme j'ai parlé tout à l'heure, le niveau de vie, la structure, enfin voilà, tout est différent. Mais en France, ou en Europe, mais en général, je veux plus être assistant. C'est pas ma position. J'étais 15 ans head coach. Dans ma tête, je suis head coach, quoi. Cette saison, elle était assez spéciale, je dirais, parce que c'était un effectif vraiment basé sur la jeunesse, j'ai envie de dire. Mais vous avez quand même fait les playoffs. Et c'est une saison aussi où tu as pu coacher Dominique, qui, elle, a été draftée en WNBA cette année en 2e position par les Seattle Storms. Est-ce que dans cette année, dans le coaching, tu avais un objectif où tu t'es dit, ok, je sais que l'année prochaine, elle va se faire drafter, il faut que je la mette plus en avant, il faut que je la laisse plus jouer pour gagner plus de points pendant la draft, ou c'était vraiment quelque chose que tu n'envisageais pas ou que tu te concentrais vraiment pas dessus? Moi, quand tu reprends les interviews de début de saison, très tôt, je dis Dominique doit être drafté numéro 1. Et je pense qu'elle aurait dû être draftée numéro 1, même si Paige Bueckers fait une super... c'est pas un problème. Maintenant, si tu mets Dom à Dallas, ou si tu mets Dom dans une équipe du même niveau que Dallas, là où Paige Bueckers elle est, Dom, c'est pas 6 ou 8 points et 4 rebonds. C'est 15 points, 11 rebonds, et tout le monde parle d'elle pour être Rookie of the Year. Le truc, c'est que Dom, cette année, elle a Nneka Ogwumike, qui est une légende du jeu, Finals MVP et tout ça. Ezzy McGregor, qui est une All-Star aussi, devant elle. Donc du coup, c'est pour ça que... Voilà. Mais Dom, elle devrait être
All-Star cette année si elle était tombée dans l'équipe qui l'aurait fait jouer 30 minutes. Maintenant, sur la gestion un peu de Dom, ça a été très clair. Quand elle est revenue de son prêt à Tarbes, ça a été de dire, il y a 2 choses. Premièrement, on va te donner une plateforme pour t'exprimer. Et puis deuxièmement, on va te faire bosser aussi pour te préparer à la WNBA. Sur les impacts, la physicalité, sur le mindset, sur la connaissance du jeu, sur l'aspect défensif, sur les transitions attaque-défense, défense-attaque, sur tout un tas de choses en fait, sur sa main gauche, sur sa pose d'écran, etc. Et moi je pense qu'on l'a mis dans une situation de développement, ça peut toujours être mieux, hein, mais on l'a mis dans une situation de développement où tous les jours, avant les entraînements, elle avait un travail individuel, régulièrement après aussi les entraînements, et puis surtout un style de jeu avec beaucoup de minutes, beaucoup de choses basées autour d'elle, mais pas uniquement non plus, parce que ça aurait été too much, mais le but c'était vraiment de l'emmener vers la draft du mieux possible. On parle de Dominique, mais il y a aussi Joyce qui a été drafté 7e position, je crois, par Golden State. Ouais, 5e. Ouais. 5e position. 2 joueuses de l'Asvel dans le top 5. Elle a pas, Golden State n'a pas activé son contrat pour cette année, mais elle y sera l'année prochaine. Est-ce qu'il y avait aussi ce travail de transition de l'Europe à la W pour Joyce? Bien sûr. Et surtout qu'Houston, l'année précédente, elle avait quasiment pas joué parce qu'elle était blessée, elle s'était fait opérer. Et donc elle avait eu ce problème-là. Il faut savoir qu'au mois d'août de la saison dernière, Houston ne court pas. En fait, on est à la reprise, Houston peut pas courir. Okay. Et là, on a un kiné qui arrive, José, qui était un nouveau kiné dans le staff et qui tente des trucs. Il est très très bon et il lui met des aiguilles. Il va chercher dans les doses médicaux des 3 dernières années et il trouve une déchirure musculaire qui l'avait arrêté seulement 2-3 semaines, tu vois. Donc c'est pas le genre de truc que tu notes plus que ça. Et il se dit mais attends, là il y a peut-être quelque chose. Donc du coup il va voir, il fait une écho dessus, il y a une fibrose, il va travailler avec les aiguilles pour mettre des courants électriques dessus, juste 3 séances, Houston plus mal. Wow. Donc magicien, tu vois. Et elle fait sa saison alors que ça avait traîné pendant des semaines avant. La faute à personne, hein, c'est juste que lui il est très bon, c'est comme ça. La vie est comme ça, il y a des bons et des moins bons. Et puis Houston, elle s'est mise à bosser. Elle a eu beaucoup de responsabilités dans notre jeu. Elle sait que physiquement, c'est là où son challenge il est, numéro 1. Quand elle se fait chahuter, c'est là où elle doit répondre. Et elle le fait de mieux en mieux, mais ça reste une jeune joueuse. Et je pense que quand elle a été draftée 5e, on s'est tous dit, mais... Moi, j'étais sûr qu'elle allait être draftée premier tour déjà. Okay. Mais par contre, parce qu'il y a des équipes qui sont venues la voir, qui m'en parlaient, etc. Okay. Mais par contre, 5e, je trouve ça top parce que vraiment, ça, en plus d'être une récompense pour elle de son travail, qui est complètement mérité, ça met aussi le focus sur notre qualité de formation à l'Asvel. Et donc ça, c'est top. Maintenant, tout ce que j'espère, c'est qu'elle va faire une bonne saison en Euroleague là, et puis qu'elle va pouvoir montrer tout son talent en W dans un an. Cette saison-là, elle était aussi spéciale parce qu'il y a quand même eu je peux appeler ça un événement. C'était en Eurocup, je crois. Ouais. Le dunk de Dominique en plein match. Est-ce que c'est quelque chose que tu anticipais où tu te dis, ouais, ça peut arriver en match. Elle peut arriver et mettre la balle dans le cercle. Déjà, à l'entraînement, en pré-saison, elle avait claqué 3 ou 4. Okay. Et tu te dis que ça va sûrement tomber quand même, à un moment donné. J'ai vu qu'elle a eu une espèce de demi-occasion l'autre fois avec Seattle. Ouais. Et je crois que le ballon lui échappe un peu des mains, donc elle assure, elle met le lay-up. Et je pense que si elle capte bien la balle, elle le claque, ça va venir en W. Si c'est pas cette saison, ce sera l'année prochaine. Ouais. Mais oui, moi je savais que ça arriverait. Et il fallait juste une opportunité. Et puis voilà, il y en a eu 2 même. Oui, il y en a, oui. Coupe d'Europe. Mais c'était cool parce que tu vois, le banc est hypé et puis elle est contente. Ça lui a enlevé un poids aussi. Ah ouais. Parce qu'avant ça, tout le monde lui parlait de ça. Dom, quand est-ce que tu dunks? Mais si tu reprends les matchs de préparation des JO, les journalistes, ils sont un peu matrixés par ça. Ouais, allez, Dom va dunker, machin. Et bon, elle, ça lui a enlevé un poids. Par contre, ce que j'ai moyennement apprécié, c'est la couverture médiatique suite à ça, en mode... ça y est, une femme a dunké, Dom c'est la dunkeuse, machin. Non, en fait, Dom c'est d'abord une super joueuse de basket. Et j'ai même envie de te dire, Dom c'est d'abord un super être humain. 1-0. Parce qu'elle est exceptionnelle, cette nana. Vraiment exceptionnelle. Et je lui souhaite que du bonheur parce qu'elle le mérite. Mais ensuite, c'est une super joueuse de basket qui est capable de shooter, de courir, de passer la balle, de faire plein de choses. Et puis oui, elle peut aussi dunker. Mais les médias généralistes, Stade 2 pour pas les nommer, ils arrivent,
Et puis, il parle du dunk. Comme si c'était la meilleure façon de mettre en lumière le sport féminin. Ouais. Non, je suis désolé, je ne pense pas que ce soit la meilleure façon. Ça peut le mettre en lumière parce qu'il y a beaucoup plus de... Du coup, je dirais pas d'intérêt, mais ça attire un peu plus l'œil quand tu vois qu'il y a une femme en France qui est capable de dunker. Mais c'est vrai que de dire que Dom, c'est qu'une dunkeuse ou c'est la dunkeuse, c'est réducteur. Il y a un mec qui subissait ça en début de sa carrière, c'est Mike Gelabal à Cholet. En fait, il claquait des tellement énormes tomards que les gens l'identifiaient comme un dunker. Et moi, j'étais vraiment gamin quand j'allais voir les matchs de Cholet. Et puis après un match, je lui ai demandé un autographe, tu sais. Et je lui ai dit, tu peux mettre le dunker Mike Gelabal. Et lui, il me dit, mais je suis pas qu'un dunker. Et en fait, quand tu vois la suite de sa carrière, bah oui, non, je suis pas qu'un dunker. C'est clair, c'est pas que ça. Non. Et pourtant, au début, voilà. Non, après, Dom, elle est capable de faire plein de choses. Ouais, c'est clair. Elle a bossé sur son show, son fadeaway cette saison. Il y a beaucoup de choses qu'elle a pu faire cette saison. Puis même, elle a pu faire des matchs à 30 dévals avec de double-double à 20 points, 20 rebonds aussi. Donc, ouais, c'est clair que c'est pas qu'une dunkeuse. Sans vraiment la mettre dans le post-up. Ouais. Parce que moi, c'était quelque chose que je voulais pas, l'enfermer dans du post-up. Parce qu'elle serait devenue dépendante des autres. Dépendante des gens qui veulent bien lui passer la balle, ou pas, ou bien, ou mal, dépendante des stratégies adverses de venir trapper, etc. Et en fait, ça aurait généré de la frustration, je pense. Et en fait, on a essayé de l'utiliser plutôt comme une stretch 4, stretch 5, et à jouer au large, à attaquer balle en main, et voilà. Alors des fois, elle s'est peut-être un peu trop reposée sur ça, et elle est peut-être pas assez allée au charbon dans la raquette. Mais n'empêche que ça lui a permis d'avoir un volume de jeu plus important. Est-ce que tu penses que pour toi dans le futur, tu pourras retourner en tant que coach en WNBA, même en head coach? On voit Rachid Méziane qui est à l'heure actuelle head coach des Connecticut Suns, premier coach français head coach. Est-ce que tu penses que pour toi ce sera un rôle que tu pourrais endosser dans le futur? Ouais, c'est alors futur plus ou moins proche, hein, c'est pas une priorité aujourd'hui parce que je suis bien à l'Asvel, honnêtement c'est kiffant, Lyon c'est top, la famille c'est vraiment bien, enfin je m'éclate ici dans le boulot ici et puis avec le staff et tout. Mais dans un futur après l'Asvel, oui, clairement ça peut retourner en W, oui, j'avais eu l'opportunité après Chicago de partir dans une autre franchise. Ma petite était en vraiment très bas âge et c'était pas envisageable de le faire et voilà. Mais oui, dans le futur. Ouais. Oh, ce serait quand même ouf de pouvoir voir plus de coachs français. Tu as beaucoup de joueuses françaises à l'heure actuelle. Et en plus de ça, coach français. Donc ça mettrait vraiment en valeur le basket français en outre-Atlantique aux États-Unis. Mais je pense qu'on n'est qu'au début. Hein. Vraiment, on n'est qu'au début. Il y avait une interview pour Basket Europe en début de saison. Le journaliste me demande... comment tu vois le nombre de Françaises en W et tout ça. Et je dis, dans 5-6 ans, je pense qu'il y aura 10 Françaises en W. Et en fait là, actuellement, il y en a 10. Ouais, c'est actuel. Donc, c'est allé beaucoup plus vite que ce que je pensais, tu vois. Et je pense que bientôt, dans quelques années, tu auras 20-25 joueuses françaises. Tu auras des Français entraîneurs dans différents staffs. Parce que, je vais vous dire quelque chose, c'est qu'il y a beaucoup de coachs français qui sont meilleurs que les coachs américains. Ah ouais? Ouais. Et la différence, elle est dans le mindset, elle est dans leur confiance en eux, elle est dans des fois des barrières qui sont plutôt faciles à casser quand même en termes de langage, de com, etc. Mais une fois que ces barrières culturelles, elles seront un peu levées là, c'est sûr qu'il y aura des coachs français en W et pas qu'un. J'en suis sûr et certain. C'est sur une note d'espoir qu'on conclut le podcast d'aujourd'hui. Merci Yohan d'avoir répondu présent. Je vous invite du coup à liker, commenter et partager la vidéo si vous regardez sur YouTube. Si c'est Spotify ou les plateformes de streaming, vous pouvez faire la même chose. Liker, commenter et partager. Et on se retrouve pour le prochain épisode. Merci Yohan d'avoir répondu présent. Merci à toi. C'était l'épisode de Pour la Culture.